Hein? Alors, mon micro est ouvert, c'est moi qui vais introduire Maurice. Alors, on est rendu à la dernière portion, et encore plus. Donc, on n'a pas parlé de politique fiscale, on n'a pas parlé de taxes à la consommation, sauf, il y a quelqu'un qui a parlé de taxes à la consommation tantôt, là. J'étais content, les mots étaient nommés. Donc, c'est Robert, le juge Robert Hogan, il a parlé du budget de la réforme Wilson. Et donc, on va donner la parole à Maurice pour parler un peu des taxes à la consommation, toujours cette mal-aimée des taxes. Donc. Par la suite, Lynn va prendre le relais de Julie pour va parler de BEPS, puis moi, je vais conclure sur la notion de réforme fiscale. Bonjour tout le monde. Alors, je vais commencer en 87. L'honorable juge avait souligné. D'abord, historiquement, là, au Canada, il y avait la taxe de vente fédérale qui était imposée au niveau du fabricant. Cette taxe-là était décriée. Ça avait été imposé lors de la Première Grande Guerre. Puis, c'était au mauvais. C'était pas équitable parce que c'était très facile de planifier pour l'éviter. J'ai passé les premières années de ma carrière évidemment, la taxe de vente fédérale s'appliquait sur le prix du fabricant, le prix de vente du fabricant. Alors, on visitait les clients, puis on disait, « Hey, on va faire 2 sociétés. Il y en a une, ça va s'occuper de distribution, marketing, toutes les choses. Puis l'autre, elle fait seulement fabriquer. » Puis avec les années, on rapetissait le côté fabrication en disant, « Ah, si le montage est fait dans les magasins. » En tout cas, vous voyez l'idée. Alors, 87, le gouvernement fédéral dit, « On va régler ça. On va avoir, je vous propose 3 options. Et c'est le fédéral qui va appliquer la taxe, puis on va partager les revenus avec les provinces. Donc, soit une taxe de vente nationale, soit une TVA ou une TPS comme on a aujourd'hui, là, mais sur la facture, ou bien soit pas sur la facture cachée. Alors, les provinces ont refusé. Occasion manquée. Occasion manquée, pas seulement parce que les provinces, évidemment, devaient renoncer à leur taxe de vente provinciale. Mais cela aurait réglé le problème. L'autre chose qu'on faisait pour les taxes de vente provinciales, tu vendais en Ontario, mais si tu n'avais pas de place d'affaires en Ontario, tu n'avais pas à percevoir la taxe. Alors, tu avais soit que l'Ontarien mettait son entrepôt à Ottawa ou le Québécois mettait son entrepôt à Hull, puis on ne percevait pas la taxe de la province suivante. On aurait pu corriger ça. On n'a pas fait ça. 89, le gouvernement fédéral agit seul. On annonce la TPS. Petite histoire drôle là-dedans, parce qu'il y a eu le comité des finances, ça a été analysé, les gens venaient faire des représentations, puis là, j'ai vu des gens dire, nous, on va être exonérés. Puis là, les gens du comité des finances disaient, bien, c'est parce que là, vous êtes détaxés, c'est pas mal plus avantageux, vous savez. Non, nous, on veut être exonérés. Et eux autres, ils ne voulaient pas payer la taxe, mais ils n'avaient pas compris tout à fait le système. 91, entrée en vigueur de la TPS, la constitutionnalité a été contestée, la Cour suprême a confirmé la constitutionnalité, donc c'est réglé. En 90, au symposium du CICA, un des sujets était, est-ce que les fiscalistes en taxes à la consommation ont encore un avenir au Québec? Au Canada, je devrais dire, parce que c'était ce symposium. Évidemment, là, certains avaient dit, non, ayez pas peur. Les fiscalistes, là, les bureaux de comptables en Europe, la TVA, c'est encore aussi gros que l'impôt. Le nombre de fiscalistes puis le bureau, ce qu'inquiétez-vous pas. Il avait raison. 92, première province à s'harmoniser, le Québec. Quelle surprise! Mais le Québec a été astucieux parce que les conditions pour l'harmonisation, 1, le Québec conserve sa TVQ. 2, le Québec administre la TPS au Québec. Alors, c'est formidable. Félicitations. Évidemment, cette loi-là, fallait confirmer sa constitutionnalité. Une petite chose, c'est que le Québec, comme les provinces ne peuvent pas imposer une taxe indirecte, le Québec, dans sa première mouture, la loi permettait... il n'y avait pas de taxe si c'était acheté à fin de revente, parce qu'on ne peut pas imposer une taxe indirecte. Alors là, les autres provinces n'avaient pas fait ça, ceux qui avaient rédigé des projets de loi. Alors, on est allé devant la Cour suprême,
on a confié à un avocat québécois que j'aime beaucoup la tâche de représenter ceux qui critiquaient ou qui disaient que la loi était inconstitutionnelle. Et puis, il a vaillamment combattu et perdu son dossier. Il est ici, en avant. Et puis moi, quand je lis ça, je pense que Wilfrid, moi, j'y aurais donné raison. Mais aujourd'hui, je crois que la loi a subi tellement d'amendements que si Wilfrid allait retourner plaider la cause, ça serait peut-être jugé inconstitutionnel. J'aimerais ça. Écoutez, en passant, 1994, il y a eu des choses parce que M. Chrétien, après, a été élu, puis lors des élections, il avait promis d'abolir la TPS. Et il l'a promis, puis il ne l'a pas fait, mais il a créé un comité d'études, puis là, le comité est arrivé avec la proposition de cacher la TPS dans les prix. Ça n'a pas marché, on ne l'a jamais fait, puis bon, ben, c'est de la petite histoire. Après ça, ça défile un peu. 97, 3 provinces maritimes s'harmonisent. 2006, gouvernement conservateur, je ne comprends pas, diminue le taux de la TPS de 7 à 6 2008, diminue le taux de 6 à 5 Tu sais, vous avez une taxe, vous êtes un fiscaliste, vous avez une taxe que déjà les entreprises paient la taxe, ils ont leur CTI, ils ne s'en occupent pas trop. Là, si tu diminues ça à 5 c'est épeurant. Enfin, 2010, là, 2 grosses provinces s'harmonisent, Ontario, Colombie-Britannique. 2013, Colombie-Britannique quitte le régime, l'harmonisation. C'est un drôle de façon de procéder. Le premier ministre a passé la loi, puis après, il a fait un référendum pour demander aux gens s'ils avaient aimé ça. Écoutez, là, c'est pas... Québec, en 2013, a négocié parce que les autres provinces qui s'harmonisaient, ils étaient payés pour s'harmoniser. Alors là, le Québec chialait, le fédéral a dit « OK, mais tu n'es pas assez harmonisé. » Le Québec s'est un peu plus harmonisé, puis il a eu son argent en 2013. L'île du Prince-Édouard, elle s'est harmonisée en 2013 également. C'est à peu près ça, la petite histoire. Alors, merci, Maurice. Et maintenant, on passe à Lynn. Oui, on s'est astreint nous-mêmes à l'exercice d'essayer de dire quelque chose avec du contenu. Puis là, on a un gros... la table a été bien mise, la pression est haute. Je reviens un peu sur BEPS. En fait, je prends le relais de ce que Julie vous disait tout à l'heure, en fait, parce que je pense que ça vaut la peine de s'y attarder un peu sur cette réforme-là, qui est plus récente, mais quand même qui vient pas mal chambouler de choses. Donc, en 2013, après avoir grandement amélioré, d'une part, l'échange de renseignements, là, donc avant même tout ce projet-là, l'OCDE s'est attaqué au secret bancaire puis a réussi à mettre en place une norme d'échange de renseignements automatique sur les comptes financiers, puis à laquelle norme le Canada a adhéré. Mais après avoir fait ça, l'OCDE s'est attaqué en 2013 au phénomène de transfert de profits puis d'érosion de l'assiette fiscale là, par les planifications internationales. Puis avec l'appui politique du G20, l'appui politique qui était requis parce que l'OCDE n'étant pas une organisation politique internationale. Donc, avec l'appui politique du G20, l'OCDE a tenté d'identifier des brèches dans le régime fiscal international, puis de les colmater, ces brèches-là qui entraînaient des pertes de recettes fiscales là, qui avaient estimé à ce moment-là à 100 à 240 milliards de dollars par année globalement de pertes de recettes fiscales. Ils ont entrepris, Julie l'a évoqué, un programme avec 15 actions. Je ne vous ferai pas l'énumération des actions, ça va prendre 35 secondes dans mon 3 minutes. Donc, mais 15 actions qui étaient ciblées sur ces différentes brèches-là. L'action 15, elle visait à mettre en place un instrument multilatéral pour venir modifier les conventions fiscales. L'idée étant qu'à travers les 15 actions, il y avait plusieurs actions qui nécessitaient des modifications aux conventions fiscales bilatérales, puis de le faire de façon individuelle pour chacune des conventions, ça aurait été très long. Donc, l'OCDE, dès 2014, a dit peut-être qu'il serait souhaitable d'avoir un instrument multilatéral, puis peut-être même que c'est réalisable, et ils ont poussé l'idée. Puis c'est effectivement, l'instrument multilatéral est entré en vigueur en juillet 2018. Le Canada en avait fait une priorité dans son budget en 2018 d'adopter
l'instrument multilatéral et le projet de loi a été adopté et a reçu la sanction royale en 2019. Sauf que, bon, le projet de loi a été adopté, mais le Canada a émis plusieurs réserves et finalement a adopté ce qui était considéré par l'OCDE comme étant seulement les standards minimums. L'action 1 du BEPS, elle portait sur l'économie numérique. Ça n'a pas donné lieu à des recommandations très, très précises. C'est resté un peu vague sur le sujet. Donc, tentait d'élaborer des alternatives, mais c'était un peu compliqué. Puis les pays se sont mis à adopter de façon unilatérale des taxes sur les services numériques en réaction un peu à ça, parce qu'ils ont dit, bien, si on ne réussit pas à avoir quelque chose multilatéral, on va mettre en place des taxes sur les services numériques dans les pays. L'OCDE, bon, évidemment, il y a eu toutes les critiques et les oppositions des États-Unis, évidemment. Puis l'OCDE a continué à prôner une solution multilatérale, puis ce qui a amené à proposer en 2019 une réforme à 2 paliers pour l'imposition des multinationales. Le pilier 1 vise à revoir les droits d'imposition. Vous en avez probablement tous entendu parler, mais on vise à accorder des droits d'imposition aux pays de marché. Ça s'applique très largement, pas seulement aux entreprises du numérique, mais très largement, mais à un très petit nombre d'entreprises. On vise les très grandes sociétés multinationales. On parle d'un chiffre d'affaires qui excède 20 milliards d'euros. C'est peut-être 100 entreprises, là, une centaine d'entreprises au niveau mondial là, qui vont être affectées par ça. Et plus de 130 pays ont signé l'entente multilatérale sur ce principe-là en 2021, en s'engageant à ne pas mettre en place une taxe sur les services numériques. Donc, même le Canada, qui a une proposition de taxe sur les services numériques, la suspend en attendant de voir ce qui va arriver. Le pilier 1, toutefois, encore en discussion. Puis au-delà de la réflexion fiscale, là, on voit que c'est la politique internationale qui prend le devant dans ce genre de négociation-là, ce qui ne facilite pas le processus. Et finalement, le pilier 2, qui, lui, bon, ça aussi, vous en avez entendu parler, qui est en fait l'impôt minimum mondial de 15 %. Il s'agit de mettre en place cet impôt-là, et ça peut se faire de façon unilatérale, en prenant les recommandations de l'OCDE, puis en mettant ça dans la législation domestique de chacun des pays. Donc, le Canada est en train de regarder ça. Ce n'est pas encore implanté, mais on est peut-être un peu plus près de l'implantation du pilier 1 que du pilier 2. Donc, je conclus en reprenant un peu les mots de Julie qui parlait d'une forme d'électrochoc. Je pense qu'il aurait été impossible de prédire une telle réforme en 2010-11 même peut-être. C'est vraiment en 2012 que ça a commencé, puis 2013, pouf, on a vu l'ampleur et ça n'a fait que croître là, avec la proposition 2019 des 2 piliers. Comme quoi, bien, la fiscalité, ça nous oblige à demeurer toujours alerte, puis qu'il y a toujours place pour des réformes. Tout à fait, tout à fait. Puis parlant de réformes, donc, on va voir apparaître à l'écran les rapports, les commissions qu'il y a eu. Si vous pouvez le voir, tu sais, au cours des 50 dernières années, il y a bien eu quelques réformes fiscales ou quelques propositions de réformes fiscales, dont la fameuse commission, puis là, j'hésite à dire la commission Godbout ou le rapport Carter, mais on va dire le rapport Carter. Je pense que la commission Carter a quand même eu plus d'impact. Puis, on en a parlé tout au long de la journée, des changements. Donc, Luc Martel qui a parlé de l'arrivée réforme Benson, qui suivait le rapport Carter avec l'introduction du gain en capital. Je vais essayer de faire quelques constats. J'en ai, je pense, nommé 5 constats à l'égard de l'idée d'une réforme fiscale. La première chose que je peux dire, je pense, sans trop me tromper, c'est que les occasions de faire des réformes fiscales, des véritables réformes fiscales, sont plutôt rares. Donc, vous voyez, au Canada, là, on a peut-être eu 3 ou 4 en 50 ans passés, donc c'est assez rare. Il faut aussi distinguer la réformette de la réforme. Donc, la réformette, c'est une réforme un peu à la pièce, c'est plus un bulletin d'information, c'est plus un budget qui cherche à corriger un petit problème, alors que la grande réforme, mais c'est plus l'occasion de faire un reset. Bon, Suzy me dit de dire réinitialiser la machine, mais bon, c'est plus une idée comme ça. Donc, les réformes d'importance, réinitialiser la machine, on arrive avec quelque chose de beaucoup plus large. On essaye de faire un tout cohérent. Les auteurs s'appuient sur un ou des principes, puis avec une trame porteur un peu là, d'un objectif ou un objectif précis en tête. Le deuxième objectif, puis je pense qu'on l'a dit tout au long de la journée, puis encore Luc Martel indirectement montrant la loi de l'impôt de 1917 versus aujourd'hui. Deuxième chose qu'on peut dire aussi sans trop se tromper, c'est que l'évolution de la fiscalité, tant ici qu'ailleurs, les régimes fiscaux sont plus complexes qu'avant.
C'est quoi les sources de complexité? Bien, les planifications des praticiens, l'autorité fiscale qui trouve que la planification est abusive, qui met une patch réactive, des fois rétroactive aussi la patch. Et donc ça amène effectivement un peu de complexité. Il y a le nombre d'interactions entre les mesures fiscales entre elles ou le nombre d'articles de loi entre eux qui se sont multipliés, les interactions. Donc tout ça amène une plus grande complexité. Le troisième élément, selon mon expérience, c'est qu'on doit prendre en compte que si j'avais un conseil à dire à quelqu'un qui veut se lancer en politique puis devenir ministre des Finances, c'est bien plus facile de ne pas mettre en place une mesure fiscale que d'essayer de l'enlever 5-6 ans plus tard. Donc ça, je pense qu'il faut le garder en tête. Ça l'amène, puis on en a parlé dans le premier panel avec Yves qui posait la question, la multiplication des mesures fiscales. Effectivement, les mesures fiscales se multiplient. Puis une réforme fiscale, bien, c'est l'occasion de faire le ménage là-dedans. C'est l'occasion d'évaluer si les objectifs sont atteints, si la mesure est encore pertinente et s'il n'y a pas de moyen de mettre fin à des mesures qui sont un peu trop clientélistes. Le quatrième constat qu'on peut faire à l'égard des réformes fiscales, bien, c'est encore une fois la complexité du régime. Mais la complexité du régime, je pense qu'on peut aussi dire sans trop se tromper, qu'elle est amplifiée par le fait qu'on a deux gouvernements, pas toujours coordonnés, qui interfèrent dans la fiscalité en même temps. Donc, on a parlé de gain en capital encore avec Luc Martel. Bien, ça a été ça a évolué de manière coordonnée. Chaque fois que le taux que Thierry disait devenait abusif ou augmentait un peu pour devenir l'enfer des citoyens, chaque fois que le taux évoluait, les provinces, le Québec, le fédéral le faisaient en même temps. Mais peut-être certains vont se rappeler, en 2012, suite aux élections, Hélène Nathalie a parlé des élections au Québec, le Parti québécois arrive et dit « Je veux augmenter le taux d'inclusion du gain en capital, mais là, je suis tout seul. » Et là, on se rappellera que ça a eu quand même, l'agir seul a eu quand même beaucoup de remous. Ça n'a pas été fait, pour ceux qui ne sont pas au courant. Et bien, sans vouloir renoncer à l'autonomie fiscale, au contraire, je pense que c'est pertinent, mais ça rend l'obligation d'évaluer la pertinence de chaque geste d'autonomie. Et mon dernier constat, considérant le temps qu'on avait, c'est qu'il faut savoir s'adapter. Et ça, le rapport Carter, en 1966, le disait déjà. Il faut s'adapter. Les enjeux vont changer. L'idée de créer des emplois puis d'aider la création d'emplois, c'est les affaires des années 80, un peu 90. L'investissement, les années 2000. Les changements climatiques, peut-être les années 2020. On verra, mais c'est ça. Les enjeux, donc, changent. Ils peuvent se chevaucher aussi. Puis, le dernier point que je voudrais dire, ma vraie fin, c'est la question de l'incitation au travail. Jacques Parizeau, dans un des documents qu'on vous a montré, il a fait un livre blanc dans les années 80. Il avait déjà détecté qu'il fallait augmenter l'incitation au travail parce que c'était problématique dans certaines zones. Fait que dans son livre blanc, il soulignait qu'il y avait des zones où aller travailler, puis je l'ai montré dans la première partie aussi, le gain d'aller travailler n'était pas très élevé. 15 ans plus tard, après le livre blanc de Parizeau, les fameuses courbes de la Ferrière-Chartrand, qui ont popularisé le concept de « il y a des endroits à la marge où aller gagner un peu plus, c'est pas rentable ». Aujourd'hui, les gouvernements en sont conscients, mais le Québec-Canada demeure un des endroits dans le monde où les taux marginaux effectifs implicites sont les plus élevés. Puis là, bien, il faut que je finisse, fait que je vais essayer je ne sais pas si c'est le prix à payer parce qu'on a deux ordres de gouvernement qui agissent en simultané, comme j'en parlais tantôt, mais je pense que ça, c'est une autre histoire.